Bonjour et bienvenue dans cette capsule dans laquelle nous allons présenter la suite de la rééducation obstétricale. On s'est arrêté aux facteurs de risque des troubles périnéo-sphinctériens. En plus des bouleversements physiologiques liés à la grossesse et l'accouchement, la littérature répertorie différents types de facteurs de risque. Il y a des facteurs généraux et des facteurs obstétricaux. Les généraux, ce sont ceux liés à l'âge maternel, les facteurs génétiques et constitutionnels tels que l'obésité, la qualité des tissus, l'origine ethnique asiatique et indienne, l'hygiène de vie, tels que le tabac avec la laxité des tissus engendrés par la nicotine, les toux chroniques et certains sports, les professions avec port de charge et ainsi de suite. Les facteurs obstétricaux, la primiparité, la prise de poids importante pendant la grossesse, la macrosomie, c'est-à-dire l'augmentation du périmètre crânien et du bipariétal, la durée de la deuxième phase de travail prolongé, plus de 2 heures de stagnation, l'analgésie péridurale, c'est-à-dire l'augmentation de la durée de la deuxième phase de travail et la diminution du tonus musculaire, ce qui entraîne des dystocies, les efforts expulsifs prolongés et ou sur vessie pleine, les extractions instrumentales et les présentations postérieures et principalement le dégagement en occipito sacré, les déchirures périnéales du 3e ou 4e degré, l'expression abdominale actuellement contre-indiquée. Pendant la période du postpartum, les troubles suivants sont fréquemment retrouvés. Il y a l'incontinence urinaire, d'effort, la plus retrouvée en période du postpartum, se caractérisant par une fuite involontaire d'urine survenant à la suite d'un effort, toux, éternuement, course, etc., et qui n'est pas précédée du besoin d'uriner. L'impériosité, c'est-à-dire la perte involontaire d'urine précédée par un besoin urgent et non inhibable d'uriner, pouvant survenir au repos et sans notion d'effort. La mixte qui associe entre les deux précédents, c'est-à-dire l'incontinence urinaire d'effort et d'impériosité. Il y a l'incontinence anale, il y a la dyspareunie, c'est-à-dire les douleurs lors des rapports sexuels, il y a les prolapsus, les descentes d'organes ou bien la descente d'un seul organe, les béances vulvaires. En résumé, les troubles concernant la période du postpartum sont nombreux et variables en termes de degré, de gravité et de gêne ressentis par les femmes. Cette variabilité dépend des facteurs de risque précédemment cités et des tolérances personnelles. La consultation du postpartum, réalisée environ 1 mois et demi après l'accouchement, permet après un interrogatoire et un bilan clinique rigoureux d'orienter la femme vers une prise en charge adaptée des troubles auxquels elle peut être sujette. C'est l'intérêt de la rééducation périnéale du postpartum. On passe à la rééducation périnéale, sa définition et ses différentes techniques. Il s'agit d'un traitement thérapeutique, mais également à visée prophylactique, c'est-à-dire préventif. Le protocole de prise en charge de la patiente est donc établi en fonction du tableau clinique que celle-ci présente. La rééducation ne doit commencer qu'après avoir effectué un bilan initial avec une anamnèse doublée d'un examen clinique. Il s'agira ensuite de proposer à la patiente des exercices sur le plancher pelvien qui vont permettre la diminution des troubles périnéaux en agissant sur le tonus musculaire, c'est-à-dire en lui apportant force, résistance et endurance. L'objectif final de cette prise en charge étant d'obtenir le verrouillage périnéal, il s'agit d'établir
une tonicité suffisante pour permettre le contrôle du périnée réalisé par la patiente lors d'efforts abdominaux. Les cas de la rééducation périnéale du postpartum. La rééducation périnéale du postpartum désigne la prise en charge du périnée sur une période qui s'étend jusqu'à 1 an maximum après l'accouchement. Elle débute en pratique juste après la visite postnatale, au moment où elle est généralement prescrite, c'est-à-dire autour de 6 à 8 semaines après la naissance de l'enfant. Ce délai permet l'attente du retour de couche, en l'absence d'allaitement maternel exclusif, et en outre une récupération physiologique d'une partie du tonus musculaire périnéal. Toutefois, il paraît nécessaire en théorie d'attendre le sévrage de l'enfant en cas d'allaitement maternel du fait de l'imprégnation hormonale qui y est associée et qui favorise le relâchement des muscles pelviens. Selon certains auteurs, la rééducation postpartum doit être prescrite si on trouve des déficiences dans une des 3 dominantes après l'accouchement: périnéale, pelvirachidienne et abdominale. S'il existe un ou plusieurs facteurs de risque chez la patiente ou une incoordination entre le verrouillage périnéal, la contraction abdominale et la posture pelvirachidienne. Inversion de commande. Les méthodes. De nombreuses méthodes sont décrites: le travail manuel, les exercices du plancher pelvien, le biofeedback, l'électrostimulation fonctionnelle, les traitements comportementaux et les cônes vaginaux. La plupart des études conduites à propos de ces méthodes n'apportent pas de preuves scientifiques sur la supériorité en termes d'efficacité sur l'une ou l'autre des méthodes que d'autres, excepté pour les cônes, comme nous le verrons par la suite. Le travail manuel et exercice du plancher pelvien. Il s'agit pour la patiente de faire travailler les différentes zones du périnée avec l'aide du kinésithérapeute par le biais du toucher vaginal. Ces techniques reposent sur la stimulation par le toucher des différents muscles périnéaux, leur mise en tension, l'apprentissage du verrouillage périnéal et permet à la fois le contrôle de la contraction musculaire par le kinésithérapeute. Les exercices du plancher pelvien s'effectuent de la même façon et peuvent aussi se pratiquer seuls par la patiente. La méthode vient s'ajouter à ce type de travail périnéal. En fait, ces techniques consistent en une méthode de rééducation périnéale manuelle à laquelle est ajouté un travail de visualisation des différentes régions du périnée à partir d'images. L'entrée du vagin est par exemple représentée par l'image d'une grotte. Cette méthode facilite pour la patiente la prise de conscience de cette partie souvent inconnue de son anatomie. On passe au biofeedback. C'est une technique largement répandue en rééducation du postpartum. Il s'agit d'une technique de rééducation périnéale instrumentale qui permet d'objectiver la contraction des muscles du plancher pelvien au moyen d'un rétrocontrôle sur un écran relié à la sonde vaginale. En effet, lorsque la patiente contracte le périnée, l'appareil en matérialise l'effet et le rend visuellement accessible à la patiente. Cela permet à celle-ci de prendre conscience du fonctionnement musculaire de son périnée et de le moduler, voire le corriger autant que nécessaire. L'électrostimulation fonctionnelle. Cette méthode de rééducation utilise la stimulation électrique via une sonde intravaginale qui provoque la contraction passive des muscles du périnée. L'appareil relié à la sonde peut délivrer différentes sortes de courants électriques d'intensité variable, ce qui permet de cibler différentes régions et faisceaux musculaires et de faire varier le type de contraction.
Le kinésithérapeute peut donc moduler la contraction périnéale en fonction de l'effet thérapeutique souhaité. Ces techniques se heurtent cependant à quelques contre-indications, telles que la grossesse, le port de stimulateurs cardiaques, le pacemaker, les infections vaginales, des lésions périnéales nerveuses avec un potentiel de régénération nerveuse, ce qui est bien souvent le cas en période de postpartum. On passe aux traitements comportementaux. Cette méthode est basée sur la prise de conscience des habitudes mictionnelles des patientes, délai, fréquence des mictions, reportée sur un calendrier mictionnel. Elle est aussi associée aux exercices du plancher pelvien. Elle est généralement employée chez les femmes de plus de 55 ans pour améliorer une incontinence urinaire d'effort ou d'impériosité, d'après la prescription établie dans les recommandations, bien sûr. On passe à cette technique, la technique des cônes. Cette technique consiste à utiliser des dispositifs intravaginaux appelés cônes vaginaux, de taille identique mais de poids différents. La patiente va contracter les muscles du plancher pelvien pour maintenir ces cônes en place dans le but d'augmenter la force des muscles du plancher pelvien. Cependant, il s'agit d'une technique difficile à suivre pour les patientes et les études retrouvées dans la littérature à ce sujet conduisent à émettre des réserves quant à l'utilisation de cette technique. Enfin, la rééducation dite globale. Il s'agit cette fois-ci de remplacer le périnée dans sa fonction corporelle globale. En effet, nous avons vu que les muscles du périnée ont un rôle de soutien. Ce rôle ne peut être optimal que si l'équilibre avec et entre les structures qui l'entourent, c'est-à-dire rachis, bassin et muscles abdominaux, est établi. En effet, la posture et la statique dorso-lombaire sont des éléments qui jouent beaucoup sur la fonction périnéale du fait de la pesanteur et des pressions thoraco-abdominales exercées. C'est pourquoi le sport et l'exercice abdominaux sont déconseillés avant la remise en place du tonus périnéal. Il paraît donc important de sensibiliser les femmes à l'intérêt d'adopter une bonne posture et de retrouver un équilibre global afin de préserver une bonne fonction périnéale.